Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui vous aide également à décrypter les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous placement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous ferons en l'occurrence aujourd'hui un focus sur l'investissement dans les cheptels bovins. Investir dans une vache ou dans un cheptel de vache, eh bien oui, c'est possible. Nous en parlerons avec Sébastien Dumay, président directeur général d'Élevage et Patrimoine. Et puis ensuite, dans Enjeux Patrimoine, nous enchaînerons avec un bilan sur l'assurance vie en 2021. Quelle collecte, quel taux pratiqué, quelles décisions d'allocation. Nous en parlerons avec Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Mais nous en parlerons aussi avec Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous placement passion, alternatif ou plaisir de Smart Patrimoine. Un rendez-vous où l'on parle généralement d'investissement dans les montres, dans les bijoux, dans les voitures, mais où l'on vous parle aussi, et c'est le cas ici, de placements alternatifs qui ne sont pas forcément liés au monde du luxe. On va en effet évoquer ensemble le fait de placer une partie de son épargne dans les cheptels bovins. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sébastien Dumay, président directeur général d'Élevage et Patrimoine. Bonjour Sébastien Dumay. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est assez original quand même de se dire qu'on peut placer en fait une partie de son épargne dans des cheptels bovins, c'est-à-dire investir dans des exploitations agricoles via le troupeau finalement de l'exploitation agricole. C'est exactement ça. Alors ça paraît original en 2022, mais il faut savoir que, si vous permettez, je vais faire un peu d'histoire. Bien sûr. On recense notre activité au XIe siècle. D'accord. Okay. Cheptel veut dire capitale. D'accord. D'accord. Commençons par là. Ouais, voilà. ça nous parle. Et exactement. Et nous avons effectivement, à cette époque-là, on recense le premier investissement français serait l'investissement en cheptel. D'accord. Vin laitier notamment. Donc il y avait déjà des investisseurs en cheptel au XIe siècle. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Tout à fait. Donc un particulier achetait une vache, il l'amenait chez un paysan, et d'un commun accord, il décidait de partager le fruit. Alors on entend par le fruit le lait, les petits veaux mâles, les petits veaux femelles. D'accord. À partir de là, en 1804, Napoléon Bonaparte décide dans le Code civil d'inscrire le bail à cheptel. D'accord. Il structure l'activité. Nous naissons en 1972 et en 2021, nos pairs nous reconnaissent, l'AMF nous donne effectivement un numéro d'enregistrement. Donc 2022, considéré comme une vraie solution d'investissement pour le coup. Complètement, une vraie solution. Encadrée par l'AMF, d'accord. D'investissement encadrée par l'AMF et pas une solution d'investissement atypique, si je peux me permettre, mais traditionnelle. Puisqu'on est les premiers. Alors atypique effectivement par rapport à tous les produits financiers qui existent, mais traditionnel dans le sens où vous existiez avant tout le monde, c'est ce que vous dites. D'accord. Exactement. Voilà. Et donc en 2022, qu'est-ce que nous faisons ? On n'est pas très loin du modèle du XIe siècle. On met en relation des investisseurs qui souhaitent acquérir des vaches laitières. On les met en relation avec des exploitants agricoles qui ont besoin de vaches laitières pour produire plus de lait. D'accord. Et donc, à partir de là, le fruit du rendement des investisseurs, ça va être les petites vaches femelles, d'accord, qui vont être destinées aux investisseurs. On replace ces petites vaches femelles dans des nouveaux troupeaux et ainsi de suite. Donc en fait, ça veut dire que quand on est investisseur, on achète une vache directement et le rendement financier en fait va dépendre du rendement de la vache, et donc là c'est ou la production de lait ou les petits de la vache parce qu'eux-mêmes vont être revendus ou en tout cas replacés et eux-mêmes avoir un rendement quand c'est des femelles et donc faire du lait, c'est ça ? C'est exactement ça. Le bénéfice du lait revient bien sûr à l'agriculteur, ainsi que tous les autres produits, et les veaux femelles reviennent aux investisseurs. D'accord, voilà. Ok, je comprends. C'est amusant de parler de placement quand on parle de vaches, parce que je le rappelais en introduction, on parle d'investissement alternatif ou passion, d'habitude on parle de montres, on parle de bijoux, on parle éventuellement de chevaux de course quand on parle d'animaux, mais on parle de sujets qui ont un lien plus ou moins fort avec le monde du luxe, en tout cas pour certains d'entre eux. Là, quand on parle de cheptel, on n'est pas du tout dans une image d'Épinal de valorisation extrême de certains actifs ou autres, mais on est plus sur le côté historique et émotionnel, c'est ce que vous nous dites. C'est exactement ça, Nicolas. On a un côté émotionnel qui touche toutes les catégories de Français, en fait. On est tous paysans dans l'âme. On rêve tous d'acheter une vache, en fait. C'est la plus belle des images d'Épinal.
On est bien d'accord. Une vache coûte 1 485 €. D'accord. Ouais. D'accord. Et c'est-à-dire qu'on est réellement propriétaire de la vache ou on Vous est... êtes réellement propriétaire de la vache. Vous avez un certificat de propriété avec un numéro d'immatriculation, le même que nous pouvons avoir sur nos passeports. Les animaux d'élevage D'accord, les ont. ouais. D'accord. Et elle vous appartient. Mais alors, et comment est-ce qu'on fait pour diversifier le risque? Parce qu'on imagine qu'on peut tomber sur la mauvaise vache, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, sur le mouton noir, mais... Vous avez raison. Afin d'optimiser cet investissement, on mutualise le risque et les gains. D'accord. Comme ça, vous êtes toujours effectivement dans votre investissement sécurisé. Donc ça veut dire en fait que j'achète une vache, mais le rendement ne va pas être lié à ma vache, mais au cheptel. Et c'est pour ça qu'on parle d'investissement dans un cheptel bovin. Exactement. Le rendement est lié à l'ensemble effectivement des vaches que nous avons en gestion. D'accord. Elles sont où ces vaches? On peut aller les visiter? J'ai le droit d'aller la visiter si jamais j'ai acheté ma vache Alors non, vous ne pouvez pas la visiter. Vous pouvez pas la visiter simplement parce qu'on respecte l'activité des agriculteurs. Oui, puis ça fait beaucoup d'investisseurs parce qu'il n'y a pas qu'une seule vache dans un cheptel. C'est ça. Et on deviendrait un peu un tour opérateur plutôt qu'une société d'investissement. Et on respecte énormément effectivement le travail des agriculteurs qui est suivi par notre régie. Nous avons une régie dans le groupe qui s'occupe effectivement de suivre les éleveurs laitiers, de contrôler les animaux des investisseurs afin de se garantir effectivement le bon fonctionnement des troupeaux. D'accord, oui, donc effectivement, il y a le côté j'achète la vache et elle est ensuite chez un exploitant, un agriculteur, mais ensuite il y a une notion de suivi, évidemment, puisqu'on parle d'être vivant, et donc il y a une notion de suivi, de santé de la vache. Tout à fait. Il y a une notion de suivi et de santé de par notre régie technique qui a affaire au mieux avec les éleveurs tous les trimestres afin de se garantir du bon fonctionnement de l'élevage et de la qualité effectivement des animaux. Alors, si on parle d'un point de vue purement financier, on parle d'un rendement qui est aux alentours de combien et d'un risque, parce qu'il y a toujours un risque associé à un rendement, qui serait de quelle nature? Si on commence par le rendement. Alors, si on commence par le rendement, on communique, nous, sur un rendement supérieur à 2, d'accord, sur la moyenne des 10 dernières années. Dans les faits, nous sommes sur un rendement supérieur à 3. L'année dernière, on a servi un rendement aux alentours de 2,5%. On additionne à ça un avantage fiscal qui permet effectivement d'amortir sur 10 ans l'investissement que vous faites sur votre troupeau de vaches laitières, ce qui vous permet de réduire votre imposition. D'accord. Et alors le risque, toujours, quand on parle de rendement, on aime bien parler de risque. Mais bien sûr, vous avez un risque en capital et vous avez un risque en liquidité. Risque en capital, tremblement de terre, épidémie générale non connue, non vue. Oui, c'est ça, c'est parce qu'effectivement, donc on dilue le risque au niveau du cheptel, mais il y a le risque associé au cheptel du coup. Exactement, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et risque en liquidité, demain par exemple, on ne trouve plus du tout d'investisseurs, donc le marché se ferme. Et votre cheptel, qui est en propre, n'aurait malheureusement plus que la possibilité de partir en prix boucherie. Parce que pour le coup, si jamais demain je veux sortir de mon investissement, il faut que je trouve un autre investisseur qui rachète ma vache? Voilà, on s'en occupe pour vous. On est effectivement l'intermédiaire, on s'en occupe pour vous. D'accord, mais donc elle est là, la liquidité, elle est là. Alors il y a un sujet que je voulais évoquer avec vous aussi, c'est que les cheptels l'investissement dans les cheptels ont souffert d'une mauvaise presse récemment, puisqu'il y a eu beaucoup d'arnaques associées à cette thématique d'investissement durant le Covid. Alors vous n'êtes pas les seuls, il y a eu les parkings dans les aéroports aussi, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu les investissements dans les cheptels. Et ce qui fait qu'il est très compliqué aujourd'hui de penser à ce type d'investissement qui est déjà un investissement de niche sans forcément avoir sans oublier ce souvenir d'arnaque. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ce sujet? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le secteur? Alors, nous l'avons vécu d'autant plus mal que nous avons porté plainte pour usurpation d'identité. C'est ça, votre nom a été utilisé. Notre nom a été utilisé, notre adresse, reprise de nos informations. Nous avons collaboré avec la police, nous avons collaboré avec l'AMF, nous avons collaboré avec les banques, les investisseurs qui nous appelaient pour nous dire « Ah, je voudrais investir dans cette société, est-ce que vous la connaissez ?» Donc, on a passé beaucoup de temps à effectivement essayer de freiner le système et ça nous a coûté un déficit d'investissement. Bien sûr. Cette période-là, heureusement que nous avons pris notre numéro d'enregistrement AMF, ça nous a permis effectivement de reconquérir maintenant de beaucoup de marchés en termes d'investisseurs. D'autant plus que, comme vous le savez, pour pouvoir investir dans notre activité, il faut que les vaches soient physiquement sur le terrain. D'accord. On ne peut pas faire de titrisation. C'est pas possible. Hein. Il n'y a pas d'économie virtuelle chez nous. Elles sont forcément... Peut-être dans le métaverse demain, mais pas encore aujourd'hui. Ah oui, c'est peut-être une bonne idée de diversification. Exactement. Et donc il a fallu aller vérifier effectivement que les vaches étaient bien présentes. Je reviens sur ce sujet
alors j'ai dit arnaque. Oui. En fait, ça veut dire qu'on n'était pas sur une arnaque, mais plutôt sur une escroquerie. Ça veut dire qu'en fait, on était sur une usurpation de nom, d'identité, et ensuite, il n'y avait même pas de vache ou de possibilité d'investissement. C'était Faux site internet, c'est exactement ça. Faux site internet, on joue sur l'émotionnel, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Tout le monde avait d'investir dans l'agriculture pour aider l'agriculture, pour supporter l'agriculture. Et en plus des rendements, ils proposaient des rendements 10%. D'accord. Donc Okay. quand vous alliez les deux, on est dans le meilleur des mondes. Hein. On soutient l'agriculture, on a des vaches et on gagne beaucoup d'argent. Sauf que c'était tout faux. Et donc un professionnel comme vous nous dit que quand on est à des rendements aux alentours de 2-3%, c'est réel. Quand on a des rendements plus élevés, c'est que généralement il y a un loup. Pour le coup, sans mauvais jeu de mots animaux, il y en a beaucoup ce matin. Mais... C'est exactement ça. Donc il faut bien consulter l'AMF. Nous sommes en biens divers et regarder qui est-ce qui est listé en biens divers. Appeler l'AMF, se renseigner auprès d'eux avant de faire un investissement, avant de faire un virement. Bon, alors pour finir cette interview, donc on parle d'investissement dans les cheptels bovins. On peut acheter une ou plusieurs vaches. D'ailleurs, on ne la possède pas, on la possède, mais bon, on a un titre, mais effectivement, elle est exploitée par un agriculteur. Quel profil d'investisseur peut être intéressé par ça et on y va à quel moment dans la vie de son patrimoine pour le coup? Historiquement, nous avons les retraités qui nous ont longtemps accompagnés. D'accord. Ces 10 dernières années, ça s'est ouvert à toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les catégories d'âge. C'est un investissement qui est un investissement complémentaire. C'est un investissement qu'on dit à long terme. D'accord. Il faut au moins investir 5 ans. D'accord. Et avoir même un profil de 10 ans pour être au maximum d'optimisation, notamment fiscale. D'accord. D'accord. Et du rendement. Et ça s'intéresse effectivement à tous les types d'investisseurs. Et alors, une question, effectivement, le jour où la vache vient à décéder, qu'est-ce qui se passe avec mon investissement? Je suis automatiquement propriétaire d'une autre vache? On me rembourse mon investissement? Vous êtes automatiquement propriétaire d'une autre vache, effectivement, puisqu'on régénère en permanence le troupeau avec les agriculteurs. Merci beaucoup Sébastien Dumay d'être venu Nicolas. nous expliquer comment fonctionne l'investissement dans les vaches, mais dans les cheptels bovins de manière plus générale. Je rappelle que vous êtes le président, directeur général d'élevage et patrimoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons tenter de dresser ensemble un premier bilan de l'assurance vie en 2021. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Bonjour Marion Dewagener. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir de recevoir également Maxime Camus. Bonjour Maxime Camus. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur et directeur général de Grisby. Donc on va se poser la question ensemble pendant une quinzaine de minutes des tendances sur l'assurance vie en 2021. Peut-être que ça nous donnera quelques pistes pour comprendre un petit peu comment la façon dont sera vécu ce placement en 2022. On peut peut-être commencer par la collecte. Marion Dewagener, vous avez une idée du niveau de collecte en 2021 sur l'assurance vie ? Oui, absolument. Alors 2020, c'est une année exceptionnelle pour l'assurance vie, après des années un petit peu en demi-teinte, surtout 2020 avec le Covid. D'accord. La collecte, ce qu'on appelle la collecte brute, c'est-à-dire le montant versé par les épargnants en assurance vie, c'est 150 milliards à peu près en 2021. Et si on tient compte du fait que certains épargnants, pendant ce temps-là, retirent de l'argent, en net, on est autour de 24 milliards d'euros, sachant que l'an dernier, on était sur une collecte nette négative, c'est-à-dire qu'il y avait plus de sorties que de rentrées. Donc ça veut dire que là, on a recommencé à épargner sur cette année 2021 sur ce produit qui est l'assurance vie. Exactement. Alors, on n'a pas les chiffres complètement définitifs, mais on voit que visiblement les comptes courants et les livrets ont continué à profiter. Mais on a une vraie inversion de tendance sur l'assurance vie en 2021 et avec par ailleurs quelque chose d'assez contrasté entre la collecte sur les fonds euros et la collecte sur les UC, mais je pense qu'on y reviendra. Alors, on va reparler effectivement des différents choix d'allocation. Tout d'abord, même question, Maxime Camus, vous avez vu, vous également, ce retour sur des produits d'épargne des investisseurs parce que, effectivement, moi, j'entendais très régulièrement que j'avais jamais eu autant d'épargne sur les comptes en banque des Français. Et là, ça continue, du coup, même encore en 2021. Ça a continué l'année dernière ? Oui, ça continue. C'est vrai qu'au niveau français, la collecte est très, très élevée en 2021 et beaucoup plus important qu'en 2020. Nous, à notre niveau, chez Grisby, ça se passe bien chaque année. 2021 a été un très bon cru et on a fait 50% de croissance par rapport à 2020. Donc effectivement, l'épargne est présente. L'assurance vie reste un produit phare. Mais effectivement, ce qui est intéressant, au-delà de la collecte brute, c'est de voir comment les épargnants investissent en 2021 et la tendance qui va perdurer en 2022 et dans les années à venir. Bon, alors du coup, on va parler un peu des différentes façons dont on investit une fois qu'on est donc du coup investi sur son contrat d'assurance
assurance vie, on a un certain nombre de taux de fonds en euros qui sont tombés. On a le taux de l'affaire, par exemple, qui est tombé, 1,70%. Je lisais qu'en moyenne, les taux des fonds en euros, c'était plus 1,1%. Donc le taux de l'affaire est un petit peu au-dessus. Marion de Wagener, ce fonds en euros, du coup, il se défend bien encore en 2021 ou il se voit grignoter des parts année après année? Alors, il se défend de moins en moins bien. D'accord. Et c'est une tendance qui va s'accélérer. Si on regarde un petit peu la tendance globale suite aux communications des assureurs sur leur taux de PB, sur leur participation aux bénéfices, on a en gros 0,10% de moins en moyenne que l'an dernier. D'accord. Alors même que le rendement de l'actif des assureurs a plutôt baissé de 0,25%. Donc ça veut dire qu'au global, les assureurs amortissent encore la baisse des taux. Mais si on regarde, il y a des stratégies assez différentes. Il y a certains assureurs qui ont été jusqu'à augmenter le taux d'intérêt de rendement des fonds en euros, euros, d'accord. ce qui paraît comme assez court-termiste quand même quand on voit la dynamique des taux. Et pourquoi ils le feraient? Parce que en fait, il y a une telle demande toujours, ou en tout cas d'investisseurs investis depuis longtemps, qui ont du mal à comprendre que cette promesse est moins réelle aujourd'hui. Donc ils se disent on va essayer de les garder, et on va continuer à maintenir un taux ou Alors c'est difficile à dire. Ça paraît un effet d'annonce, mais je voudrais pas m'avancer. Plus globalement, les assureurs ont fait le choix de continuer à baisser les rendements du fonds euro. Et puis on voit quelques assureurs, alors voilà, je représente l'assureur Allianz, mais c'est pas que Allianz, c'est vrai chez AXA, c'est vrai chez Generali, qui ont shifté et qui du coup proposent à leurs assurés de venir sur des fonds euros nouvelle génération. Chez Allianz, c'est le fonds euro fidélité. Chez d'autres, ce sont des fonds euro croissance. D'accord. Et là, avec une vraie distinction de rendement pour aider les assurés à aller vers des nouvelles générations de fonds euros qui gardent une partie garantie, mais qui s'inscrivent dans la durée, puisqu'un fonds euro croissance, le principe, c'est que c'est une garantie au terme. Sur un fonds euro fidélité chez Allianz, il faut rester 5 ans pour avoir le bénéfice du fonds euro. C'est ça, c'est qu'on n'a plus la même liquidité que sur les fonds euros classiques. Mais du coup, ça permet de servir des rendements un peu meilleurs que sur un fonds complètement liquide en 2021 ou 2022. Exactement, c'est vraiment le principe de se dire qu'entre la solidité, enfin la garantie, la liquidité et la performance, on ne peut pas avoir les trois en même temps. Et donc, on relâche la contrainte sur un des items. Alors, on reste un peu sur ces fonds en euros. On va peut-être reparler des fonds euro croissants. Juste avant, Maxime Camus, moi, j'aimerais vous entendre sur ces taux des fonds euros. Donc, 1,1% en moyenne. Donc là, on comprend que si on met en regard d'une inflation plus élevée, on perd de l'argent sur ces contrats d'assurance vie. Mais quand je vois le taux de l'affaire à 1,70%, je me dis... Il y a encore des fonds en euros qui servent des performances qui sont pas si mauvaises. Est-ce que c'est un effet d'optique ou comment comprendre ce taux affiché par rapport à cette idée globale que le fonds en euros s'érode d'année en année? Alors déjà, effectivement, ce qu'il faut retenir, le rendement moyen, c'est 1,1% en 2021. Et il y a un bel exploit que j'ai vérifié, c'est que ça fait 20 ans que le fonds en euros ne cesse de baisser chaque année, en moyenne, le rendement. Okay. Donc ça, c'est pas mal. Et il y a 20 ans, en 2002, il était 4 fois supérieur à celui de 2021. Donc déjà, c'est un bel exploit. Mais ça s'explique, hein, il y a de vraies raisons. Non, mais c'est important de le rappeler, effectivement. Il faut qu'on ait un peu de hauteur et un peu de recul par rapport à l'historique. Et effectivement, on a divisé par 4 en moyenne, en moins de 20 ans, le rendement moyen du fonds en euros. Au-delà du rendement moyen, il y a effectivement une grande diversité. Il y a des fonds en euros qui proposent en 2021 un rendement inférieur à 1%. Et puis, il y en a certains qui sont supérieurs à 1,5. Il y a le taux de l'affaire. Nous, on a un taux sur Avenir Opportunité qui a fait 1,80. On en a d'autres qui ont fait plus de 2%. Donc même le plus de 2%, ça existe. D'accord. Mais c'est rare. Et effectivement, la tendance veut que ce rendement moyen, et quel que soit finalement le fonds, le rendement moyen du fonds euro va continuer à baisser en 2022 et dans les années à venir. Donc l'inflation est repartie, vous en avez parlé, c'est 1,60% en 2021. Donc si on prend un rendement d'un fonds euro net de fiscalité, y compris les meilleurs, c'est très compliqué de gagner de l'argent quand on le met au regard de cette inflation. Donc ça permet de sécuriser, ça a cette vertu-là, et on a de la chance d'avoir encore des fonds en euros. Néanmoins, si on veut gagner de l'argent dans la durée, il faut prendre du risque. On l'entend depuis de nombreuses années, mais là, effectivement, ça rentre dans les esprits et ça commence à se matérialiser. Alors ça fera peut-être le lien justement avec les fonds euro-croissance, si je te parle d'euro-croissance de manière globale. Quand on va chercher du 2% sur un fonds en euros, il y a
pas que du fonds en euros dedans, il y a un peu d'obligations également pour dynamiser tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les assureurs se permettent de dynamiser une partie de leur investissement, de diversifier leur investissement pour apporter des taux supérieurs au taux de 1,1%. Et donc ça, c'est pas les unités de compte, on reste dans les fonds en euros, non, mais ce là-dedans... sont les fonds en euros sur lesquels le capital est garanti. Mais effectivement, depuis quelques années, les règles liées aux fonds en euros évoluent. Donc on a l'attractivité ou l'accessibilité de ce fonds en euros qui diminue d'année en année. Il y a plusieurs caractéristiques qui font que ce fonds en euros est moins simple à comprendre et moins accessible. Il y a souvent des contraintes d'unités de compte dans lesquelles il faut investir pour accéder aux fonds en euros, et ça date de quelques années. Puis il y a de plus en plus de créativité autour du fonds en euros. Il faut bien comprendre avant d'investir effectivement les règles pour accéder à tel ou tel fonds en euros. Alors Marion de Wagener, on reste sur ce fonds en euros avant d'élargir aux autres décisions d'allocation. Donc aujourd'hui, le fonds en euros traditionnel, on a bien compris que même si il y a des disparités au sein des taux en 2021 ou même sur les années précédentes, donc le taux baisse d'année en année. Donc la décision, c'est ce que vous nous disiez un petit peu tout à l'heure, où la créativité, c'est d'aller chercher non plus des fonds en euros, mais des fonds euro-croissance ou quel que soit le nom qu'on leur donne, où là, en fait, on va enlever une partie de la liquidité promise par les fonds en euros, mais ce qui va permettre d'aller chercher un peu plus de performance, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, vraiment, l'idée, c'est de se dire que quand on regarde les fonds euros traditionnels, la baisse du rendement, elle est absolument inéluctable et pas du tout soutenable. Et donc, du coup, il y a un chemin intermédiaire entre le fonds euro classique et la partie en unité de compte à travers ces fonds euros nouvelle génération qui, en l'échange d'un investissement qui s'inscrit dans la durée, permet à l'assureur de faire des investissements de plus long terme et donc implicitement permet de dégager plus de performance pour l'assuré. Alors ça, c'est pour le fonds en euros, mais on n'investit pas que en euros dans son assurance vie, c'est un peu ce que vous nous dites depuis le début. Du coup, dans quoi est-ce qu'on a investi d'autre en 2021 ? Peut-être on continue avec vous, Marion de Wagener. Alors finalement, sur 2021, on a des investissements classiques en unité de compte sur des obligations ou des actions cotées. Donc ça reste le gros de la collecte UC, avec la possibilité de déléguer la gestion à l'assureur, à un asset manager, ce qui permet du coup de ne pas avoir à se soucier des fluctuations et des choix d'arbitrage. Et puis on voit émerger aussi, et ça tous les assureurs ne le proposent pas forcément, mais des investissements en immobilier, en private equity, sur des fonds structurés qui permettent du coup d'avoir une poche de diversification et d'aller chercher de la performance un petit peu différente. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir finalement ces trois volets. Ces nouvelles unités de compte, même si ça fait un petit bout de temps qu'elles existent, mais en tout cas, on en parle de plus en plus en ce moment. Donc, il y a de plus en plus de connaissances sur cette possibilité d'investir donc, du coup, en private equity, en immobilier ou en produits structurés via son assurance vie. Ça a reçu un bon accueil des investisseurs. Il y a une vraie appétence dessus ou déjà qu'on leur dit vous arrêtez le fonds en euros, donc on va sur le côté action et c'est déjà très bien. Non, il y a une vraie appétence. Et puis l'intérêt de détenir ce type d'actifs dans un contrat d'assurance vie, c'est la dimension liquidité, parce que la caractéristique, que ce soit l'immobilier, le private equity ou des fonds structurés, c'est des produits qui sont intrinsèquement illiquides, puisque d'ailleurs c'est des actifs réels. Et la particularité d'être dans le contrat d'assurance vie, c'est que l'assureur assure la liquidité et qu'on peut quand même récupérer son argent, ce qui n'est pas vrai en théorie, à tout moment. Même investir en private equity quand on investit sur 15 ans dans une entreprise. Alors dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures, puisque la logique c'est d'être sur un investissement de long terme, mais si pour une raison ou pour une autre, l'épargnant souhaite récupérer son argent, c'est possible si l'assureur lui offre cette possibilité. Ce n'est pas forcément le cas de tous les assureurs, mais c'est une tendance. Maxime Camus, même question sur... parce qu'effectivement, donc traditionnellement, il y a l'assurance vie, fonds en euros, unité de compte. Bon, très bien. Donc en fait, dans l'image d'Épinal, j'aime beaucoup cette expression ce matin, on a, entre guillemets, les obligations d'État d'un côté et les actions sur les marchés cotés de l'autre. Alors qu'en fait, non, dans les unités de compte, il y a beaucoup plus que ça. Et il y a... plus de créativité ou en tout cas plus de diversification puisqu'il y a du private equity, des produits structurés. On peut même parfois trouver des crypto-monnaies. Après, il faut trouver les fonds sur lesquels investir ou de l'immobilier. Qu'est-ce que vous constatez chez Grisby ? Ces différentes unités de compte supplémentaires par rapport aux actions, aux investissements sur les actions cotées, c'est quelque chose qui est connu et qui est demandé ou ça reste à la marge aujourd'hui ?
Vous avez employé le bon mot, c'est diversification, c'est le mot le plus important dans notre profession, dans notre secteur. Il faut diversifier au mieux pour justement réduire le risque. Et l'offre en unité de compte s'élargit d'année en année. D'accord. Et effectivement, aujourd'hui, en tout cas nous chez Grisby, on en fait beaucoup. Ce sont notamment les unités de compte immobilières. Ça fonctionne énormément et globalement les fonds immobiliers cartonnent depuis quelques années et l'offre s'enrichit également d'année en année. On peut investir dans du résidentiel, dans du bureau, dans du commerce, dans du diversifié. Il y a plein de choses. Nous, on apprécie particulièrement les sociétés civiles immobilières parce que la structure de frais nous semble plus adaptée que les SCPI en assurance vie. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire et qui cartonnent. Et pourquoi ça marche très très fort ? Parce que, notamment en immobilier, il y a un niveau de risque qui est maîtrisé. Il y en a un, c'est une unité de compte, le capital n'est pas garanti, mais le niveau de risque est maîtrisé. Il y a une volatilité qui est faible. Et donc, on a beaucoup de clients, d'épargnants qui abandonnent purement et simplement le fonds euro et qui allouent une partie de leur qui remplace le fonds en euros par des unités de compte immobilières. Les caractéristiques ne sont pas identiques, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas la garantie du capital. Et puis quand on investit dans l'immobilier en général, même si effectivement on peut retirer son argent à tout moment, ça s'inscrit dans une logique de moyen-long terme. C'est tout à fait possible et au regard des performances réalisées par la plupart des fonds immobiliers, c'est beaucoup plus intéressant que le meilleur des fonds en euros en France. D'accord. Donc effectivement, il y a ce gap, c'est normal, il y a une prise de risque qui est différente aussi, mais il y a ce gap sur le rendement qui fait basculer beaucoup d'épargnants. En tout cas chez nous, c'est ce qu'on remarque, parce que les unités de compte aujourd'hui, globalement chez Grisby, ça représente plus de 50%, même plus de 60% d'une allocation d'un de nos clients. Donc le fonds en euros devient minoritaire. Ce qui n'est pas encore le cas au niveau national, parce qu'en 2021, c'était 39% de taux d'UC. Chez nous, c'est plus entre 60 et 70%. Et le fonds immobilier a vraiment énormément la cote. Bon, et alors, il nous reste quelques minutes. Je vous propose un petit match entre l'assurance vie et le PER, puisqu'on l'entend souvent on entend souvent sur ce plateau qu'on préfère l'assurance vie ou le PER. Alors déjà, petite question, on a parlé du rendement des fonds en euros, les rendements définitifs des contrats d'assurance vie, on ne les a pas encore aujourd'hui, on a des tendances quand même ou Marion de Wagener? Les clients là, vont les avoir ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est ça. Contrat, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans cette émission. Donc du coup, je reviens à mon match. Assurance vie au PER, est-ce qu'il faut opposer les deux, Maxime Camus? Alors moi, je n'opposerai pas les deux. D'accord, ok. Non, mais c'est moi qui les oppose. Non, il y a une vraie complémentarité. Quand on bâtit son patrimoine, la première des choses auxquelles il faut penser, si on évoque les deux sujets, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, on a de la liquidité. C'est un produit qui est assez simple à comprendre et qui s'adresse à tout le monde, quel que soit son profil de risque, son horizon d'investissement. Donc c'est le produit, c'est vraiment le couteau suisse, c'est le produit qui est le plus utilisé. Donc il faut d'abord penser à l'assurance vie. Et le plan d'épargne retraite, le PER, peut être un investissement complémentaire pour certains profils, notamment les personnes actives qui ont un taux marginal d'imposition élevé et qui ont la capacité de bloquer l'argent dans la durée, qui peut être très intéressant, mais en complément de l'assurance vie. Marion de Wagener, il nous reste quelques secondes. Du coup, vous êtes d'accord avec Maxime ou... Absolument, il faut les deux, le dispositif fiscal, la gestion financière, la souplesse et la simplicité, puisqu'on peut regrouper tous ces anciens produits retraite sur un PER. Donc pas d'opposition entre assurance vie et PER. Merci beaucoup Marion de Wagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Merci également Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.